Bonjour à tous, bienvenue à AI Suisse Brain to Brain, présentation aujourd'hui à Gotham, que l'on peut remercier pour la mise à disposition des locaux et l'accueil vraiment fantastique. On était très très bien accueillis. J'espère que la soirée se déroulera bien comme ça a commencé. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir des invités de marque qui vont nous faire une magnifique présentation. Juste avant cela, une petite introduction sur AI Suisse. Quel est le but? Alors le but, c'était évidemment de fédérer les forces autour de l'intelligence artificielle en Suisse, que ce soit l'académie, l'entrepreneuriat, les collectivités publiques, les curieux, donc tout le monde qui là autour gravite. Et le but, c'est évidemment de créer un écosystème solide où les gens collaborent et on arrive à prendre le meilleur de l'IA dans un contexte qui est parfois un peu difficile. En effet, on voit qu'au niveau du public, ce n'est pas toujours évident. Il y a aussi tout le côté de la réglementation. C'est pour ça que AI Suisse est aussi très actif avec différents partenaires à ce niveau-là. L'Union européenne a pris les devants. Est-ce que l'on veut que la Suisse reprenne un pour un ce qui a été fait? Ce n'est pas forcément le but. Donc là aussi, on essaye d'être le plus proche de l'industrie et de ceux qui pratiquent l'IA pour trouver un terrain fertile pour l'IA en Suisse, de façon à ce que tout le monde puisse continuer à prospérer avec ces nouvelles solutions et le développement. Tout au long de la présentation, vous aurez peut-être des questions. Donc, vous pouvez flasher le code maintenant et ensuite insérer vos questions que nous reprendrons à la suite lors des discussions. Donc, on se veut un peu interactif. Alors, n'hésitez pas maintenant à saisir déjà le QR code et poser toutes vos questions par la suite. Voilà. Sinon, AI Suisse, je reviens sur le code. AI Suisse, parce que je vois qu'il y a encore 2-3 personnes qui le font, a commencé principalement avec des conférences ex cathedra, des brain-to-brain, donc ces événements plus réguliers dans les différentes villes de Suisse, où il y avait à chaque fois un intervenant qui présentait quelque chose, et ensuite il y avait une discussion autour d'une verrée très sympathique. Maintenant, on évolue, on va un peu plus loin. Nous offrons donc ce qu'on appelle les Brain-to-Brain Labs, ça va commencer dès la rentrée, et ce sera des événements qui seront beaucoup plus basés sur l'expérience pratique, donc le hands-on. On veut là que les gens, avec les experts, pratiquent, donc ouvrent leur laptop et puissent en fait, entrer dans le concret. Et donc là, de nouveau, on essaie de créer des ponts. Donc s'il y a des experts parmi vous qui souhaitent peut-être présenter quelque chose et le faire découvrir au public, n'hésitez pas à venir vers nous pour présenter tout ça. Ensuite, les Brain to Brain Live. Alors là, c'est évidemment des discussions avec les spécialistes. Le but, c'est vraiment de casser les ponts. Il n'y a personne qui est dans une tour d'ivoire, surtout pas en Suisse. On essaie justement de mettre les gens en contact. Donc là, ce sera l'occasion vraiment de dialoguer avec les experts qui peut-être vous auront marqué d'une façon ou d'une autre et de leur poser toutes les questions. Ensuite, le Brain-to-Brain Spark. Le but ici, c'est de nouveau de repartir sur des conférences où là, on invitera des sommités, donc des gens vraiment de classe internationale qui peut-être n'auront pas la disponibilité toujours pour qu'on puisse poser des questions comme pour les Brain-to-Brain plus classiques, mais qui nous amèneront leur savoir de façon ex-cathedra. Et ensuite, le Brain-to-Brain Byte, alors là, c'est un peu le côté exclusif pour les membres, donc des séances où vous pourrez vous rencontrer entre vous, discuter avec les experts dans un cadre sympathique, exclusif, peut-être à plus petite échelle, mais où les échanges seront favorisés. Bien entendu, tout est ouvert. Je pense que tout le monde ici n'est pas membre. Mais si vous souhaitez profiter au maximum de l'offre, rejoignez l'association. Ça nous aide aussi à organiser les événements comme ceux-là. Et justement, on essaie d'étoffer l'offre en fonction aussi de la demande des membres. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre et aussi à communiquer vos attentes, vos besoins pour qu'on puisse répondre à tout cela de manière optimale. Voilà. Sans plus attendre, je passe la parole maintenant à Sylvain, qui est le responsable donc, de la région lémanique pour AI Suisse et qui va introduire les présentations. Merci Sylvain. Alors, donc, moi, ça m'est vite fait. Simplement, je présente Lagra Gervais, qui est CEO de Virtuosis, une start-up qui a été largement reconnue dans la région et au-delà de la région pour ce qu'elle a fait dans le cadre de l'intelligence artificielle. Et donc, elle va nous présenter Virtuosis.
Merci pour cette introduction et c'est avec plaisir. Alors, ok. Ok, alors bon, d'abord, moi c'est Lara Gervais, donc je suis ingénieure en machine learning de l'EPFL, où j'ai fait la recherche sur laquelle se base Virtuosis. Je suis très attachée à tout ce qui touche la communication et la santé. Et donc c'est comme ça qu'est né ce projet d'analyser la voix pour permettre non seulement d'analyser la communication, mais aussi la santé. Donc la voix comme biomarqueur. Donc pourquoi la voix? Souvent on me demande pourquoi vous n'utilisez pas les expressions faciales, l'image. Et ben, en fait, la voix, ça contient beaucoup d'informations. Le professeur Merabian disait que la communication est constituée seulement à 7% des mots. Ensuite, elle est constituée à 55% du langage corporel, plus des expressions faciales. Mais la tonalité de la voix, c'est 38% de la communication. Et donc, avec l'IA, eh bien, on peut analyser cette voix, surtout que l'IA, pour ce qui est de l'analyse du langage, est là vraiment depuis des décennies, contrairement à l'analyse de l'image qui est un peu plus récente, sans parler de l'analyse des mots qui performe bien seulement assez récemment avec aussi tout ce qui est avancé dans l'IA générative. Donc avec l'IA, voilà les petits sparks, on analyse cette tonalité de la voix, ce qu'on appelle aussi la prosodie, et le spectre de fréquence de la voix. Et petite devinette, à votre avis, combien de paramètres pouvons-nous analyser dans la voix avec cette IA? Donc je vous ai dit, on peut analyser la prosodie, donc ça va être comment on parle, donc les pauses, le rythme de parole, le spectre de fréquence. Donc à votre avis, au total, ça fait combien de paramètres qu'on peut analyser? Quelques essais dans l'audience? Plus. Un autre essai? En vrai, c'est infini. Quand même pas. Entre les deux. C'est un peu plus de 400 paramètres qu'on analyse, parmi donc répartis entre la prosodie et le spectre de fréquence. Et à partir de ça, on arrive à faire un tas de prédictions à partir du moment où on a les données sur lesquelles entraîner cette IA. Donc, dans un premier temps, analyser cette voix, ça permet de coacher sur la communication. C'est vraiment le départ. Donc, comme j'ai dit, quand on analyse la vitesse de parole, on peut donner ce feedback. On peut aussi donner des feedbacks sur les pauses qu'on fait, sur la positivité qu'on met. Voilà, quand je souris, ça sonne différemment de si je faisais la tête comme ça. Et il y a plein d'autres éléments qu'on peut analyser. Là, il y a quelques exemples. Il y a aussi quand on interrompt les autres, si on articule bien, l'énergie qu'on met, la confiance en soi qu'on projette. Il y a vraiment pas mal de feedback qu'on peut donner et où c'est assez difficile en fait d'avoir conscience de soi là-dessus. Mais ensuite, on peut aller encore plus loin. On peut analyser les émotions et ce qu'on appelle vraiment l'affect, donc comment on se sent. Et ça permet d'avoir ce feedback, mais ça permet quoi? Ça permet de prévenir des conflits. Voilà. Quand on détecte les premiers signes de tension dans des équipes, on peut intervenir en amont avant qu'il y ait des conflits qui émergent. Quand on identifie des signes de mal-être, des signes de stress, des signes d'anxiété, qui sont les signes précurseurs du burn-out avec la fatigue, on peut, pareil, intervenir en amont avant que ça devienne un problème. Et j'ai quelques personnes qui ont fait un burn-out et qui sont venues me voir et qui me disent j'aurais rêvé d'avoir cet outil parce que moi, je me rendais pas compte en fait, moi-même. Donc cet outil a ce pouvoir-là. Et d'ailleurs, la prévention en santé mentale, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais ça a un gros impact, non seulement sur la santé de chacun, mais aussi d'un point de vue économique au travail, via tout ce qui est absentéisme, tout ce qui est même aussi arrêt maladie, sans compter ce qui est quand on quitte son travail parce qu'on n'est pas satisfait, il vaut mieux le quitter si c'est un problème dans l'entreprise, mais avec des outils de mesure, parce qu'on peut améliorer que ce qu'on mesure, on peut essayer d'intervenir en amont. Donc je parlais de quantifier, parce que normalement, notamment lorsqu'on parle de santé mentale, on n'a pas beaucoup d'outils pour quantifier ça. Là, j'ai une Apple Watch, ça me dit combien de pas j'ai fait aujourd'hui, ça mesure aussi mon rythme cardiaque,
mon HRV, pour avoir quelques mesures voilà, de ma santé physique, qui est quand même liée aussi à la santé mentale, comment j'ai dormi aussi. On peut mesurer beaucoup d'indicateurs, mais pour ce qui est de la santé mentale, il n'y a pas encore grand-chose. Et la voix est le seul biomarqueur validé pour ce qui est de la santé mentale. Donc voilà, on peut quantifier, on peut mesurer, et aussi la mesure, c'est une des... On me dit souvent, ok, après il faut intervenir, mais déjà le fait de mesurer, ça peut être considéré aussi comme une intervention en soi, parce qu'on pointe le doigt dessus, en fait on met en avant quelque chose qui était peut-être inaperçu, passé inaperçu avant, et ça permet déjà soi-même d'intervenir, sans parler ensuite des interventions qui sont possibles plus tard. Et ça permet donc cette démarche proactive. Bien sûr, on a comme alternative, on a typiquement voilà, tout ce qui est questionnaire qui est utilisé, que ce soit au travail ou que ce soit aussi dans le domaine de la médecine. Mais ces questionnaires, bien, en médecine, sont assez performants. Mais par exemple, tout ce qui est enquête de satisfaction au travail, souvent, on ne va pas forcément être honnête en étant conscient. Ou parfois, on n'est même pas honnête avec soi-même. On ne s'aperçoit même pas que voilà, on a quelques signes de fatigue qui se mettent en place, quelques signes de stress. Donc ça, c'est à quoi ça peut ressembler quand on quantifie. Donc ça, c'est des données, ce sont des données agrégées. Je vais y revenir plus tard pourquoi agrégées, on ne donne pas des données individuelles, mais c'est des données agrégées. Voilà, quand on quantifie, ça permet aussi de faire des statistiques, d'informer des décisions, que ce soit au niveau organisationnel ou même parfois au niveau d'associations aussi. On travaille avec quelques associations pour vraiment avoir des données sur la santé mentale, voir quelles sont les populations les plus affectées et pouvoir prendre des meilleures mesures. Et mesurer aussi quand on fait un changement, voilà, est-ce que ça a été utile ou est-ce que c'était inutile, on a dépensé pour rien, on a dépensé du temps, de l'argent pour rien, ou est-ce que ça a vraiment un impact. Ensuite, le fait de mesurer, ça permet aussi d'avoir une approche personnalisée, pas seulement au niveau d'analyser chacun, mais aussi au niveau d'avoir un parcours adapté à chacun. Donc, je vais m'expliquer. Ça, c'est typiquement quelques insights qu'on peut donner au niveau individuel. Et donc, là, ce sont des conseils standards, mais typiquement, nous, on les adapte avec les ressources qu'a l'organisation. Et ce qui permet vraiment d'avoir, par exemple, les sessions de coaching, des recommandations avec des sessions avec des psychothérapeutes, des applications de méditation, ou parfois il y a même aussi un tas d'autres services, d'autres interventions en fait, qui peuvent être mises en place lorsque quelqu'un montre par exemple là des niveaux de stress qui ne sont pas encore trop élevés, là en l'occurrence, mais on peut vraiment intervenir au plus tôt, avoir des recommandations vraiment personnalisées et pas avoir besoin, typiquement en tant qu'organisation, de payer le service pour toute l'entreprise, mais vraiment de pouvoir avoir des services de meilleure qualité, parce qu'on n'est pas obligé de les offrir à tout le monde, et de les mettre sous le nez en fait des personnes qui en ont le plus besoin. Donc je disais, oui, il y a ce côté données agrégées, données individuelles, parce que c'est ma vision, mais bon, je pense que c'est une vision aussi qui est assez partagée, c'est ce qui concerne la confidentialité des données. C'est un sujet qui devient de plus en plus important. Donc nous, on a voilà, quelques promesses par rapport à ça. On ne conserve pas les enregistrements. On tient aussi la souveraineté des données. Donc typiquement, voilà, en Suisse, tout est stocké, analysé en Suisse. Les données individuelles, quand c'est déployé dans une organisation, on ne partage jamais les données individuelles avec voilà, l'employeur ou l'organisation, seulement des données agrégées, et c'est suffisant pour agir. Et ensuite, oui, il y a le fait aussi que chacun peut activer, désactiver. Personne ne doit être obligé d'utiliser une technologie et chacun doit l'utiliser en ayant le consentement, en donnant son consentement éclairé, en étant au courant de voilà, qu'est-ce que ça fait, où vont les données, pourquoi elles sont utilisées, etc. Et puis, je pense que, et j'espère que globalement, on va dans cette direction. Et bien sûr, nous, on ne veut pas revendre les données. Donc, je vous ai présenté un peu qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, qu'est-ce qui marche bien, qui est déployé aujourd'hui depuis près de 2 ans, donc ces analyses-là. Mais aujourd'hui, on travaille aussi sur d'autres projets et d'autres applications de l'analyse de la voix. Donc là, ce sont quelques exemples où on travaille avec notamment des hôpitaux, donc que ce soit ici en Suisse
au Canada et en France, avec l'utilisation de nos technologies, notamment pour le coaching en communication, des médecins et aussi des infirmiers et des infirmières lors des téléconsultations, qui est un challenge qui a été pas mal remonté, et aussi comme outil de support au diagnostic, d'abord en santé mentale, avec notamment le diagnostic de la dépression et du trouble de l'anxiété, qui sont des choses qui fonctionnent assez bien et qui ont été validées sur des datasets cliniques. Et ensuite aussi, petite typo, pour le suivi des patients atteints d'Alzheimer et de Parkinson, qui sont aussi des pathologies pour lesquelles l'analyse de la voix montre des résultats très prometteurs, avec voilà, une précision, je suis en anglais accuracy, une précision très élevée, au-delà de 90%, pour ce qui est de détecter le stade d'Alzheimer, le stade de Parkinson, le stade de dépression et de troubles d'anxiété de patients. Donc voilà, pendant que je présentais, j'ai enregistré ma voix. Je vais stopper ça tout de suite. Hop. Donc si vous voulez voir à quoi ça ressemble mes résultats de tout de suite, vous pouvez venir me voir après. Ça va analyser pendant à peu près 2 minutes. Et après, j'aurai mes résultats. Donc si vous êtes curieux, n'hésitez pas à venir me voir. Et si jamais vous voulez tester par vous-même, vous pouvez scanner le QR code. Si vous avez un compte Microsoft Teams professionnel, on peut directement vous envoyer une invitation à tester sans autre. Et sinon, on a une liste d'attente pour quand ce sera disponible au grand public, probablement sous la forme d'une app sur téléphone prochainement. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour. Si vous avez des questions, j'imagine par la suite, notamment dans l'app ou avec la table ronde, voilà, je suis ouverte à toutes questions. Il y a plein de domaines que j'ai pas... je pourrais parler pendant des heures, donc il y a pas mal de choses que je n'ai pas explorées, mais si vous voulez un peu plus de données sur voilà, le côté scientifique, je serais contente d'en parler également. Merci. Merci beaucoup, Lara. C'était très intéressant. Je pense qu'il y a un énorme potentiel pour le futur. On sait que le burn-out, c'est un vrai problème de société. Donc, très, très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Une chaise là pour être un peu confortable. J'invite notre deuxième intervenant. Daniel ? Non, c'est bon. Okay, donc, je présente rapidement Charles-Edouard Bardine, directeur Data Science chez Domo Health et Oshus. T'as un moyen de mettre en plein écran tu veux essayer quand même? On va essayer. Full screen, c'est en dessous. Ok, ça marche. Je sais pas si c'est possible de se faire analyser aussi, j'aimerais bien. Si c'est possible d'avoir l'enregistrement, avec plaisir. Voilà, merci à tous d'être là. C'est toujours un plaisir de participer à ces événements, puis de voir que ça évolue aussi vers des choses qui sont plus interactives, moins plateforme d'intervenants comme on en voit beaucoup. On n'a pas toujours le temps de suivre tout ce que tout le monde fait, donc de pouvoir discuter, c'est l'essentiel à mon avis dans cette association, et ça fait plaisir de voir que ça évolue vers ça. Je trouve qu'on parle beaucoup de l'IA comme un truc extrêmement néfaste qui touche à notre vie privée, à la souveraineté en Suisse, etc. Moi, l'IA, je la vois comme ça. Moi, c'est un être un peu bienveillant qui veut ton bien, qui veut le bien de l'environnement, tu peux jouer avec elle. C'est un parti pris, c'est vers ça que j'aimerais aller, en santé aussi, et j'aimerais un peu exposer cette vision-là. Ce qu'on fait peut-être moins en santé, c'est parler du système de santé en mal. Alors ça, c'est ma vision du système de santé, partagée, je ne suis pas le seul. Une espèce de Frankenstein entre des systèmes qui sont un peu collés ensemble, tant bien que mal, par canton, et qui font que l'efficacité de beaucoup de choses est empathie. On a évidemment des grands défis dans la société actuellement.
les grands classiques, donc la population vieillissante, on a les baby boomers qui arrivent, etc. Donc moins de relève, ça a double impact négatif, il y a moins de relève et aussi plus de prestations à fournir bientôt. On a des coûts croissants, ça on le vit tous, on a vu les votations récemment. Donc les prestations sont de plus en plus complexes et en plus dans un contexte d'inflation. Et on a un financement par tête, donc des primes individuelles qui sont voilà, dépassées un peu par rapport au système qu'on pourrait mettre en place et par certains considérés même injustes. À côté de ça, on a des défis qui nous attendent, ou enfin plutôt qui ne nous attendent pas. Digitalisation, IA évidemment, c'est pour ça qu'on est là. Mais il y a aussi, il ne faut pas oublier, environnement, climat, gestion des villes, enfin tous les problèmes de ce type-là. Donc les spécificités suisses par rapport à ces grands problèmes, c'est que nous, on a un cadre légal qui est particulièrement dysfonctionnel. On a un système où les cantons sont censés être prestataires au niveau soins. Et donc ça crée un système très morcelé où les cantons sont pas mal incités à se battre pour attirer les patients dans leurs hôpitaux, pour voilà, défendre leurs standards, leur façon de faire. Donc on se retrouve avec un système comme, moi je suis neuchâtelois, comme Laurent Courte de Conseil d'État à Neuchâtel disait, on a 26 ministres de la Santé qui sont incompétents en Suisse. On n'est pas capable de vraiment coordonner les soins à plus grande échelle. Donc le fait qu'on ait ces problèmes cannibalise énormément de ressources, évidemment. On a des problèmes financiers, administratifs qui sont liés à ça, des systèmes qui ne parlent pas la même langue, on perd beaucoup d'énergie à essayer de coordonner tout ça. Et puis tout ça, évidemment, dans un contexte de pénurie de professionnels, accentué par une perte de sens, parce que la plupart des gens qu'on connaît qui s'engagent en médecine ont envie de défendre le patient. Très rapidement, ça disparaît derrière des tâches administratives, la lourdeur des heures à passer, etc. Donc très rapidement, même après une première expérience, on perd une certaine partie des étudiants. Donc évidemment, c'est un problème. Là, c'est assez marrant parce que je pense que Berne en est conscient. La dernière fois que je suis allé à Berne, ils illustraient justement le système de santé sur le palais fédéral. Donc on voit qu'ils sont en train de penser à ça. Je pense qu'on a des efforts, on a des projets qui sont en cours. Donc au niveau national, il y a évidemment le dossier électronique du patient. Relativement, il y a du positif, mais il y a aussi beaucoup de négatifs. Il y a énormément de communautés de référence qui gèrent ce dossier. 3 plateformes techniques qui ne sont pas compatibles entre elles. Donc c'est incompatible avec la plupart des systèmes existants et donc peu utilisable ou utilisé d'ailleurs en pratique. Et pour l'instant, c'est plus du stockage de données que vraiment de l'utilisation. Donc tous ces efforts-là sont censés changer la pratique. Et on en est encore loin, même en termes de juste avoir les données. Et après, il y a encore l'utilisation positive pour la société. On a des National Digital Streams qui sont en place, progressivement qu'on met en place pour collecter des données dans différents domaines. Ça, c'est essentiellement drivé par la recherche. Donc là encore, on peut se poser la question de quand ça donnera un impact dans la pratique pour vraiment la prise en charge, l'amélioration de la qualité des soins. On a un projet DigiSanté qui va commencer en janvier, si tout va bien, 2025, qui est censé, au-delà de juste digitaliser, aussi coordonner, standardiser l'échange de données. Là, toujours, c'est une vision relativement lointaine par rapport, on voit l'évolution de l'IA et de ce monde-là dans d'autres pays. C'est une vision relativement lointaine de encore une intégration et résolution de problèmes concrets dans la pratique, dans les hôpitaux. Et à côté de ça, on a énormément de projets d'innovation, privé-public, des InnoSuisse, plein de flagships, des gros efforts qui prennent des millions, qui malheureusement sont développés dans un cadre qui est un cadre régulatoire moins lourd et qui ne passe pas la barrière au moment de passer en pratique. Parce qu'au moment où on passe en pratique, le cadre devient beaucoup plus rigide et tout ce qui a été développé souvent dans un cadre de recherche à partir de grants n'est pas réutilisable. Donc, plutôt manquer la cible. Si la vision actuelle se continue comme ça, on aura dans 5-10 ans des données à partager entre nous. Mais ensuite, qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça change pour des professionnels de santé qui seront inondés de toutes ces données et des données qui sont collectées c'est une fin en soi. Qu'est-ce que ça va changer si on n'a pas encore pensé à comment ça impacte directement les patients. Donc là, on se heurte à un problème fondamental qui est le paradoxe entre la complexité de toutes ces données et notre capacité de les appréhender. À la fin des fins, on reste des humains. Il y a la complexité des données, simplement parce qu'il y a
Dans un hôpital, il y a de l'ordre de 1000, 1300, ça dépend des hôpitaux, mais modalités différentes, de l'image aux tests génétiques, des tests sanguins, à toutes les observations, les tests cliniques, etc. À côté de ça, donc là, on a aussi tout ce qu'on peut collecter dans la vie de tous les jours. Ça va être de plus en plus présent quand on voit le keynote d'Apple qui dit que dans nos OS, bientôt, tout ce qu'on fera digitalement, ce sera un vecteur qui représente, au sens d'un LLM, les données de ce qu'on fait. On a toute une panoplie de choses incluant le contexte socio-économique, qui peuvent être utilisées pour faire de la santé. Ça l'est en partie par les assurances aujourd'hui. Donc les données qu'on considère comme non médicales sont exploitées par les assurances pour faire du médical, ils y arrivent très bien. Là, c'est parce qu'il y a du contenu médical, mais simplement le régulateur n'a pas encore mis la barrière là. Donc progressivement, cette complexité, il faut qu'on puisse l'absorber, la voix aussi, toutes ces modalités digitales qu'on aborde tous les jours. Et puis après, il y a évidemment la complexité des processus dans les hôpitaux. Ça, c'est illisible, c'est volontaire, c'est le workflow dans un système d'urgence. Donc c'est le patient qui rentre et qu'est-ce qui peut se passer. Donc ça, je vous laisse imaginer un peu la complexité pour voir ce qui se passe avec un organigramme comme ça, quand on a 500 patients qui arrivent, où on est quoi, comment gérer ça. Il n'y a pas toujours de système informatique, nous on se leurre parfois, on pense que tout est optimisé, mais dans les hôpitaux c'est loin d'être optimisé. Il y a très peu d'hôpitaux qui ont même des systèmes, enfin des data scientists ou même des biostatisticiens. Donc parfois, il faut s'organiser en disant je regarde sur Google Maps, voilà, mes taxis sont là, mes ambulances sont là, je vais essayer de couvrir la zone, mais ça s'arrête là, c'est vraiment très humain et inefficace. On a aussi évidemment une complexité dans la prise des décisions. Ça, c'est dans un département justement d'urgence, les conversations, enfin les interactions entre docteurs en rouge et les infirmiers en bleu. On voit qu'on a un peu le truc qu'on anticipait tous, c'est que les médecins interagissent moins. Il y a beaucoup d'interactions entre les infirmiers, mais disons, quand on est pris en charge, il y a cette prise de décision collective qui nous affecte et donc qui doit être aussi efficace. Donc aujourd'hui, toute cette complexité, elle tue, elle coûte. Là, c'est aux États-Unis, mais bon, je n'ai pas les chiffres pour la Suisse, j'imagine que c'est relativement similaire. On a des inefficacités à plein de niveaux cliniques qui coûtent, aux États-Unis, c'est des chiffres astronomiques, c'est 200 milliards. Il y a des opportunités de prévention, diabète, hypertension et autres, qui aussi sont de l'ordre de quelques centaines de milliards. Juste pour mettre en contexte, là ils mettent les chiffres dans ce papier-là, c'est un peu équivalent à l'investissement de toute la pharma aux États-Unis, ou une fraction du budget de recherche pour l'armée. C'est des chiffres énormes. Il y a aussi beaucoup plus d'usages de santé que le besoin réel, des gaspillages administratifs, comme on peut l'imaginer. On les vit tous, je pense, aussi dans nos métiers, etc. etc. Donc énormément de possibilités de s'améliorer. Et la complexité, elle tue. Là, c'est les chiffres assez, je pense, dramatiques. C'est que là, on voit la barre, donc le total des erreurs graves. Donc c'est même pas juste les erreurs qui font que c'est pas optimal. C'est des gens qui sont morts ou qui sont devenus infirmes par une mauvaise prise en charge. Et là, c'est très conservateur, ce papier, parce qu'on pourrait évidemment aller jusqu'où c'est inefficace. Si on n'a pas les algorithmes pour améliorer, on ne sait pas mesurer ça efficacement. Donc à fur et à mesure qu'on va être meilleur pour appréhender cette complexité, on va réaliser qu'on est inefficace à beaucoup d'autres niveaux et que cette barre, elle est en fait beaucoup plus élevée. Pour mettre en contexte, là, c'est 800 000 personnes. La première cause de mortalité aux États-Unis, c'est 700 000. C'est les maladies cardiovasculaires. Ça tue plus que la première cause de mortalité. Le responsable, c'est lui. C'est Homo sapiens, c'est nous. C'est notre mémoire à court terme qui permet de jongler avec 4 éléments, une pensée relativement linéaire, un cerveau qui ne peut pas faire le poids face à toute cette complexité. Et pas seulement en santé d'ailleurs. Donc, pour moi, l'IA, c'est vraiment le seul remède, il n'y a même pas de question. C'est l'IA au sens large, c'est-à-dire que c'est le traitement algorithmique de toute cette complexité, donc au sens de programmation très large, dans laquelle on ne doit pas forcément tout hardcoder, tout designer nous-mêmes, mais on laisse l'IA auto-écrire le programme pour gérer toute cette complexité. Ce n'est pas forcément que ChatGPT, c'est toute l'algorithmie, toute la programmation qu'on connaît.
Pour vous mettre un peu en contexte, ça c'est un peu ce qu'on observe fréquemment. On a une visite chez un généraliste. Alors voilà, le généraliste voit, on discute, elle a l'air de dire que tout va bien, qu'elle est en forme, qu'elle dort bien, etc. Probablement rien de grave. On va peut-être faire un check-up le mois prochain. Et puis par contre, si on utilise l'IA, on voit, j'ai trouvé quelques milliers de cas graves qui étaient très similaires dans les archives. Les 2 derniers check-ups, en fait, ils montraient des signes faibles de choses qui sont relativement graves. Elle prend un médicament actuellement qui, en plus, peut faire empirer certaines de ses trajectoires. Il y a peut-être un capteur sous le lit chez elle qui dit que au niveau respiratoire cardiaque, ça se dégrade. Donc, au final, il y a une probabilité qui est peut-être significative de gravité. Et donc, une prise en charge complètement différente. Et en plus, on peut avoir, grâce à Lara, que sa voix a changé depuis 3 mois, quelque chose comme ça, personne ne l'a remarqué. Et donc, tous ces éléments pèsent dans la balance. Donc, nous, je suis responsable de l'IA justement dans cette entreprise de MoHealth qui fait en fait une plateforme de soins à domicile, hôpital à domicile, tout ce qui passe par le domicile. Évidemment qu'on voulait être intégré depuis l'hôpital, mais actuellement, les gens qui connaissent le mieux notre réalité, toutes les données du quotidien qui peuvent faire la différence, c'est les réseaux de soins, c'est les gens qui connaissent bien les patients, les gens qui savent très bien qu'en parlant avec un patient, on peut avoir beaucoup d'informations, donc qui connaissent la valeur des informations terrain. Et donc, eux, il n'y a aucun problème à s'aligner avec ça. Et puis progressivement, ça remonte. Donc là, on a des projets qui sont de plus en plus proches de l'hôpital, où c'est évidemment plus difficile d'entrer, parce que très conservateur, et des grosses machineries en place en termes de systèmes d'information et autres. Au CHUV, c'est beaucoup plus recherche, j'en parle quand même, mais on essaie de tirer parti de ces signaux faibles, plutôt par des données périphériques, donc qui sont représentatifs de ce qui se passe dans le cerveau, mais en périphérie, parce que plus facile à mesurer. On n'a pas forcément envie de se balader avec des électrodes dans le crâne tout le temps. Donc là, on essaye de faire, à partir de capteurs plutôt physiologiques, des prédictions de santé, où on place en gros les gens sur une carte. Donc là, c'est par exemple des épileptiques, et on voit qu'il y a plusieurs clusters de personnes par rapport à toutes les données qui leur présentent qui peuvent ressortir, et après on peut quantifier, on peut aller creuser dans ces clusters pour comprendre quelles sont les différences personnelles. Alors comment on fait pour créer des programmes qui permettent d'aborder cette complexité? Avant-hier, on donnait une séquence d'instructions de bas niveau. C'est l'informatique depuis le début, programmation de nos parents, enfin grands-parents. Hier, donc moi, quand j'ai commencé le machine learning il y a quelques années, on donnait un objectif spécifique de haut niveau, par exemple reproduire le comportement d'un expert. On a plein d'images, et puis on sait que le cancer est là, on l'entoure, on donne ça à l'IA, on reproduit la même chose. Et aujourd'hui, on le commence à le voir avec les ChatGPT et ces modèles de langage, mais c'est beaucoup plus large. En NeuroAI, on fait ça en long, en large déjà pour reproduire des parties de cerveau. On donne un objectif qui est non spécifique de bas niveau. Par exemple, pour ChatGPT, c'est prédit le mot d'après, et tout le reste émerge. Et ce n'est pas très surprenant parce qu'en fait, c'est comme le monde et la physique. La physique, elle est régie par des lois de très bas niveau, c'est minimiser l'énergie, et tout ce qu'on est, tout ce qu'on vit, c'est le résultat de ça. Donc, en IA, on a cette loi, en IA, on parle souvent de scaling, une loi que si on rajoute plus de données, plus de puissance de calcul, on arrive à des meilleures performances. C'est simplement de la physique au final, c'est que à partir de règles simples, si on continue d'entraîner, si on donne une façon de calculer des choses de plus haut niveau, on va forcément arriver vers des représentations de niveau qui contiennent plus de sémantique, plus de concepts qui même nous échappent parce qu'on n'est pas capable de les comprendre. Donc là, un ChatGPT sur le langage, il comprend extrêmement mieux la structure du langage que tous les Grecs et tout ce qu'on a, nous, pu saisir de ces corrélations-là. Donc ça, c'est l'IA de demain, et puis on est en train de l'exploiter à peine maintenant, donc ça peut aller encore beaucoup plus loin. Et tout ça, ça peut se faire sur n'importe quel substrat, il y a même des substrats biologiques, tant que c'est Turing complet, c'est-à-dire que tant que c'est un système qui peut représenter n'importe quel algorithme, comme un ordinateur, mais pas seulement. Et un exemple amusant, là, on n'a pas malheureusement l'animation, mais c'est possible d'avoir un système qui est Turing complet, c'est Minecraft par exemple. On peut avec les redstone, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est possible de construire un transistor et puis de faire un ordinateur entier. Il y en a qui l'ont fait. Donc on peut faire un ordinateur à partir de blocs Minecraft. Il faut être assez tordu et puis perdre son temps, mais voilà.
Et donc on peut faire, ils ont même fait jouer Minecraft dans Minecraft. Donc on imagine, c'est un peu au même niveau que nous, le monde qui joue ses règles, on pourrait le voir comme une simulation. Il y a la thèse de Church-Turing qui dit que, en tout cas, personne n'a prouvé l'inverse en physique. Donc le monde, ça pourrait être une simulation qui joue ses règles. À mesure qu'avec ces règles, si on arrive à créer un ordinateur, ben, on se retrouve à zéro. On a un simulateur qui permet de recréer de la physique ou un autre monde ou n'importe quoi. On peut avoir un Minecraft dans un Minecraft dans un Minecraft. Et du coup, cette capacité cette complexité est partout. Il y a des règles universelles de théorie de complexité qui permettent de catégoriser ces choses-là. Et l'IA est aussi large que ça. Donc pour la première fois, ce qui est intéressant pour moi en tout cas, c'est qu'on n'a plus besoin d'être expert pour créer de la complexité. Donc avant, si on imagine, et dans la plupart des métiers d'ingénieur aujourd'hui, c'est on regarde un truc extrêmement complexe, on le coupe en petits bouts, on comprend bien ces petits bouts, on fait des études pendant longtemps, puis après on est capable de les remettre ensemble sous diverses formes. Aujourd'hui, on dit juste, j'aimerais ce truc complexe, go. Et puis le truc respecte les contraintes et puis écrit la complexité. Donc c'est des programmes complexes émergents à partir de presque rien. Et ça, c'est génial parce que pour la première fois, on peut tous faire ça assez facilement. Et je pense qu'on l'a tous vécu déjà avec ChatGPT. On peut faire des pièces, des machines. Ça, c'est en tant que neuchâtelois, je ne pouvais pas ne pas mettre ça. Mais disons, c'est possible d'écrire des programmes aussi qui respectent des contraintes. On arrive à des designs qui sont beaucoup plus efficaces et qui n'ont rien à voir avec ce à quoi on est habitué. On peut construire des bâtiments, gérer des villes, etc. Ça, c'est déjà en architecture, c'est déjà très avancé. Là, c'est une image d'un papier chiffonné qu'on peut donner à un de ces softwares et puis dire bah, j'aimerais un bâtiment du style de X, mon héros en architecture ou Y. Et puis bam, ça sort le bâtiment qui respecte certaines contraintes et autres. Évidemment, ça peut générer des phrases, des conversations, ça on le sait tous. Et puis dans la santé, ben, ça peut faire des prédictions de santé, des discussions de très bons médecins. Je dis très bon parce que dans quasiment toutes les validations qui ont été faites maintenant, ça dépasse le médecin en empathie, en précision, en tout. Évidemment qu'il y a des bases physiques pour ça parce que nous on est contraints. On a un programme qui est dans une boîte crânienne en 3 dimensions. Le réseau de neurones, on peut le laisser libre. D'ailleurs en NeuroAI, dans ce domaine de neurosciences qui s'attache à reproduire l'humain, on doit rajouter des contraintes à ces LLM, à ces choses-là, pour se rapprocher du cerveau et dire non, non, toi tu es en 3 dimensions seulement, tu peux utiliser que ça comme neurone, etc. Donc le superhumain est très facile à faire, mais l'humain est difficile à reproduire. Un exemple intéressant récent, c'est Google qui vient de nous offrir une AMI, donc il l'a appelé AMI pour Medical Intelligence Explorer, quelque chose comme ça. On peut converser avec cette AMI, décrire ses symptômes, etc. Et puis après, ils ont pour la première fois vraiment quantifié assez sérieusement en double aveugle, en essai randomisé, donc un peu le standard clinique de validation. Ils ont vu que du point de vue du médecin, l'IA était plus précise dans les diagnostics, que le plan de management qui est lié à ce diagnostic, il est plus sérieux, il est mieux construit. Les recommandations d'escalader ou pas la situation sont à peu près les mêmes. Et du côté patient, on a plus de confiance dans les soins qui sont prodigués. On a une ouverture, une honnêteté perçue aussi, parce que le médecin a tendance à, malgré tout, dans le stress, tout ça, à négliger un peu la relation humaine. Et donc aussi l'empathie qui est empathie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont regardé 4 situations. Donc le clinicien sans rien, voilà, c'est la ligne bleue, en précision. Assisté par Google, donc ça c'est le truc peut-être qui est actuellement le cas, c'est la ligne verte. Et puis après, l'assisté par AMI a encore une marge de prédiction. Et ce qui est assez étonnant, mais pas tellement si on est dedans, c'est qu'en fait l'AMI seul marche mieux que l'AMI avec le médecin. Donc on dit souvent non, l'IA ça sera un outil, etc. Mais parfois la laisser libre et juste valider ce qu'elle fait, c'est plus efficace. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas forcément juste des conversations par écrit, évidemment. Maintenant, c'est facile de mettre des visages sur les IA, de converser avec son IA, quel que soit le domaine. On peut générer même en 3D de façon réaliste. Il faudrait analyser après avec le système de Lara à quel point c'est réaliste, mais en tout cas, la voix est relativement bonne. Et puis, on peut du coup converser avec toute une panoplie d'IA qui ont été affinées sur des rôles spécifiques, que ce soit pour la prise en charge à l'hôpital, le triage, aller dans une pharmacie pour prendre un médicament, etc. On a relativement
Donc là, c'est juste un exemple de Hippocratic AI qui a fait ça très bien. Ça va venir de plus en plus. Aux États-Unis, c'est très présent dans le remote monitoring pour la prise en charge un peu des cas relativement simples, disons à distance. Et puis on a un champ d'application qui est énormément plus large, donc sur des axes qui sont simples, complexes, au stade de vision, en cours d'adoption. On voit que les choses qui sont en cours d'adoption sont évidemment les choses les plus simples et les moins risquées, donc pas en rouge. C'est du codage médical, donc être plus efficace pour dire quand une prise en charge a été faite, quels sont les codes liés, la prise de notes, navigation dans le système de santé, donc par exemple prendre des rendez-vous ou automatiser certaines interactions en termes de centre de contact et autres. Automatisation des flux de travail, ça commence, des opérations de soins, le recrutement évidemment, ça c'est dans tous les métiers. Et puis progressivement, on va vers des choses qui sont plus compliquées. Donc ce que je vous ai montré avant, c'est par exemple les companion AI. C'est des compagnons qui ne sont pas forcément médicaux, mais en rouge, plus tard, plus complexe, on aura des compagnons médicaux donc qui sont meilleurs que les médecins pour accompagner à distance. Et ça, c'est tout à chacun. Donc les inégalités aussi commencent à être un petit peu aplaties si on a chacun un médecin qui connaît bien notre réalité. On a évidemment aussi des applications en génomique. Si vous connaissez Sophia Genetics ici ou des gros comme ça, c'est très à la mode. Donc progressivement, il y a plus de modalités qui sont mesurées et tout ça est pris en compte par les IA. L'IA commence à faire ses preuves sur le terrain. Donc là, c'est un état des lieux de cette année sur tout ce qui est essais cliniques dans le monde. On voit qu'on est pas mal à la ramasse. Donc il y en a un en Suisse et 27 aux États-Unis, 26 en Chine. Donc en gros, c'est les États-Unis et Chine qui font tout ce qui se passe. Les États-Unis, évidemment, on le sait. Mais ce n'est pas très représentatif parce que là, c'est que les essais randomisés contrôlés et c'est le standard que la pharma essaye de nous faire passer comme seul standard, mais évidemment qu'il y a plein d'autres façons scientifiques de valider les choses. Donc c'est pas la seule façon de faire. Il y a énormément d'études en Suisse qui montrent que ça peut servir dans plein de situations. On essaie de déployer ça au CHUV aussi pour la septicémie, pour des choses comme ça. C'est pas le même contexte parce qu'on n'a pas les investissements à l'américaine. Donc on fonctionne sur la base de grants la plupart du temps. Et ça nous limite parce que les grants, il faut que ça soit sexy. Donc on ne peut pas dire, tiens, aux urgences, il y a ce truc qu'on pourrait optimiser facilement avec l'IA parce que ça ne vend pas. Donc on doit écrire des grants sur le cancer, sur la septicémie, sur les grands trucs qui séduisent. Donc malheureusement, il y a peu de ressources pour faire les choses qui comptent dans l'hôpital, même quand on a les départements. Donc là, c'est juste pour montrer que l'écrasante majorité de ces choses montrent une amélioration significative. Sur un total de 86, il y en a 65 qui sont vraiment une grosse différence. Sinon, c'est une différence pas significative ou une détérioration, mais il n'y en a qu'un. Et je ne vais même pas regarder les détails, mais des fois, c'est aussi, ça dépend de ce qui a été fait. Donc voilà. Donc l'évolution 2.0, je pense qu'elle est en marche. On est en train de créer en NeuroAI avec les LLM qu'on combine dans plein de réalités des espèces de cerveaux. On pourrait en discuter si vous êtes intéressé parce que ça c'est le domaine qui me concerne le plus. Mais des cerveaux qui se comportent un peu comme un docteur, un architecte, un chercheur, enfin toute une panoplie d'IA spécialisées. On aura bientôt dans nos OS aussi des IA non spécialisées. Ça, je trouve que c'est une belle évolution à avoir aussi pour rassurer les gens. Parce que dès le moment où on contraint, on design nos applications en disant l'IA elle peut faire que ça, c'est le set d'actions qui est possible. Et puis après je laisse l'IA libre dans mon OS de faire tout ce que je veux pour moi. Ça décrit une petite boîte dans laquelle l'IA peut jouer, nous aider et pas un Terminator qui va détruire tout le monde ou envoyer nos données aux États-Unis. Donc voilà, je pense qu'on en est là. On est à peine en train d'être dépassé par... nous et nos créations sont clairement plus meilleures. Et puis progressivement, on pourra être comme amis, laisser libre cours à nos créations pour gérer la complexité de ce qui nous attend en termes de défis et autres. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Charles-Edouard. C'était très intéressant. On va passer maintenant à la partie questions. Et je crois que Il y a quand même Batman qui est venu. de retour. Alors, on va passer à la partie questions. On va prendre déjà les questions qui ont été posées sur l'app. Ensuite, il y a quelques questions que nous, on a préparées, parce qu'on a aussi certaines questions
poser aux deux intervenants. Puis après, on ouvrira les questions à l'auditoire pour qui veut poser une question supplémentaire. Alors, on va commencer peut-être par la première question. La première question qui a été posée, c'est, je la lis, l'harmonisation des données entre hôpitaux est quasiment impossible. Différents fournisseurs, routines, etc. Et compromet l'utilisation des modèles de machine learning. Diverses initiatives tentent d'utiliser les métadonnées et la provenance des données pour surmonter ce problème, mais cela prend du temps, n'est pas gratifiant et difficile d'obtenir un soutien financier pour cette activité. Elle est longue, la question. Existe-t-il un moyen d'utiliser l'IA pour soutenir et accélérer cette harmonisation? Oui, c'est une question de quelqu'un qui connaît bien le métier, là. J'ai l'impression. Ouais, je pense que utiliser l'IA, oui, dans le sens où ce qu'il faut faire changer, c'est la culture. Et puis, du coup, ces barrières, on est en train de se focaliser, et ça, c'est la faute aussi des médias, sur des questions de vie privée, de souveraineté, de comment standardiser, digitaliser. On n'a pas encore posé la question de comment résoudre un truc concret pour le patient dans un hôpital. Et je pense que ce qui est important, c'est vraiment de passer par des cas simples. Donc, au lieu de digitaliser tout ce qu'on a, puis se poser la question après de pourquoi, on peut déjà faire des cas simples qui font la différence, que ce soit l'optimisation, comme je disais, où les ambulances se placent, ou le triage pour les hôpitaux qui n'ont pas forcément accès aux dossiers patients à l'arrivée au triage. Il y a énormément de choses comme ça qu'on peut faire qui, au final, plus il y a des exemples comme ça, plus les gens sont sensibilisés et puis se font à l'idée qu'il y a de l'IA dans notre vie et que c'est pour notre bien. Et c'est là que les mentalités changent. Donc nous, on essaie de passer par le terrain, comme je disais, parce que là, les gens savent la valeur. Donc si on collecte les observations de la famille, des proches aidants, par exemple, ils savent exactement que c'est ce qu'il faut faire, c'est ça qui fait la différence. Et donc, c'est par l'exemple, par le terrain, qu'à mon avis, les mentalités vont changer, et pas en arrivant au port de l'hôpital en disant hey, « oh, c'est pas bien ce que vous faites, on aimerait de l'argent pour faire différemment ». Donc, voilà. Enfin, je pense que du coup, l'IA, oui, peut changer, mais par l'exemple, je pense. Peut-être pour ajouter là-dessus, notamment sur ce qui concerne la protection de la vie privée. Moi, je suis assez pour la protection de la vie privée, mais dans le sens où le consommateur, l'utilisateur, le patient doit être au courant de qu'est-ce qui est fait avec ces données. Il doit vraiment y avoir une transparence là-dessus. Et d'un autre côté, je pense que toutes ces régulations ne devraient pas bloquer l'innovation, parce que ça, c'est quand même un grand risque, et surtout un risque pour notamment l'Europe, comparé aux États-Unis, encore pire à la Chine, où on peut prendre beaucoup de retard à cause de ces régulations. Et d'un autre côté, pour que les organisations et les organisations qui sont derrière des individus n'aient pas peur de l'IA de manière non logique et du risque lié aux données qui vont quelque part. Ce qui est nécessaire, c'est une bonne compréhension de qu'est-ce que l'IA, comment ça fonctionne. Et je pense qu'en éduquant davantage le grand public au sujet de l'IA et en mettant un peu une culture de transparence, je pense qu'on pourra faire beaucoup plus de choses et en ayant tout le monde d'accord et en essayant de faire les choses au mieux. C'est un petit peu résumé par la phrase, on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. C'est ça. Tout à fait. Ok, parfait. Merci beaucoup. Alors, on va passer à la deuxième question. Quelles conditions voyez-vous pour utiliser l'IA dans le domaine de la santé des personnes âgées? Elles représentent une grande proportion de la population bénéficiaire de soins et peuvent avoir de la difficulté avec l'utilisation des nouvelles technologies. Tant que t'as le micro. Oui, effectivement. Déjà, nous, d'un côté, comme on s'engage de plus en plus dans le domaine de la démence et des maladies neurodégénératives qui affectent plutôt les personnes âgées, on s'adresse en partie à cette population et aux troubles qu'elles subissent. Et d'un autre côté, par rapport à ça, on doit faire tout un travail au niveau de l'expérience utilisateur et de la communication des résultats et de l'accompagnement du patient, parce que c'est quand même différent entre s'adresser à quelqu'un qui est jeune, qui a l'habitude de la technologie, et une personne âgée où il faut vraiment bien expliquer les choses et communiquer différemment. Et d'ailleurs, avec l'Université d'Ottawa au Canada, on travaille vraiment sur cette partie communication des résultats et en particulier avec les personnes âgées.
Ouais, je pense que il y a effectivement quelque chose qui est important pour que les gens soient très conscients de pourquoi ils font ça, pourquoi ils donnent leurs données à l'IA. Ça m'interpellait toujours à Neuchâtel, à l'hôpital, la façon dont ils posent la question pour savoir si l'IA va utiliser les données en radio, alors que c'est juste clairement pour le bien, c'est pour analyser l'image qui va en sortir. Acceptez-vous que l'IA, en gros, torture vos données avec un algorithme. Enfin, c'est pas exactement cette formulation-là, mais je me souvenais que c'est une question à laquelle une personne âgée dit non de base. Donc, dans la formulation, dans la perception, dans le travail qu'on fait aussi avec les médias pour démocratiser puis montrer tous les avantages que ça a, il faut bien être conscient que oui, c'est aussi large que la programmation. Puis du coup, l'IA, c'est pas un truc spécifique qui va nous tuer, mais c'est quelque chose pour servir la société, qu'on peut contrôler. Et au niveau personnes âgées, c'est vrai qu'il y a des problèmes avec même des outils relativement simples que beaucoup de jeunes utilisent, des montres, Apple Watch ou autres. On a la possibilité d'avoir des choses très passives, que ce soit la voix. Donc une personne âgée qui appelle son médecin, voilà, la voix peut être analysée, mais ça peut être aussi pour nous, par exemple, des capteurs qu'on met dans l'environnement des gens. On les oublie, on ne sait même pas qu'ils sont là, et pourtant ça nous monitore. Donc on a possibilité de faire énormément de choses avec la technologie. Et demain, si toutes nos données sont vectorisées, au sens de vector embedding, enfin de choses qui sont absorbables par l'IA, à travers nos OS, on a un potentiel de santé gigantesque. Évidemment que le contexte doit être dans un contexte de vie privée préservé, et là, il faudra faire confiance à ce qu'on nous dit des États-Unis pendant un moment, vu que la Suisse est à la traîne à ce niveau-là. Mais ouais. Puis, est-ce que aussi à quelque part on sait que les personnes âgées font confiance aux générations d'avant, si déjà les générations d'avant ils faisaient confiance, je pense qu'ils referaient confiance beaucoup plus rapidement, je pense. Ouais. Alors, on va passer à la prochaine question. Alors, possible de revoir le business model de Virtuosis. Ok, alors peut-être ça on le fera en discussion one-on-one peut-être, alors à l'apéro après peut-être. Oh, c'est un sujet sans tabou. Hein. Ok. J'ai une question un peu pour ça. Comment ça marche dans la perception des gens? Parce que en listant toutes les choses qu'évidemment on peut faire pour préserver la sécurité des données, tout ça, est-ce que c'est facile de convaincre? Par exemple, si on est une organisation qu'on souhaite installer ça globalement pour monitorer, puis pour le bien-être des gens, pas pour les fliquer, mais ça se passe relativement bien en général, ou comment ça marche? Ouais, tout à fait. Bon, on a beaucoup évolué là-dessus. Ça fait quand même 4 ans que j'ai des discussions avec des organisations. Donc, à force, voilà, on a aussi mis différents mécanismes en place. Donc, d'un point de vue organisationnel, il y a non seulement tous les principes qu'on met en place, j'en ai mentionné quelques-uns, mais il y en a également d'autres, où vraiment voilà, les données individuelles sont confidentielles à l'individu, et l'entreprise a des données agrégées, et la manière dont on présente les données agrégées, on s'assure que voilà, s'il y a une seule femme dans la division IT, on ne peut pas voilà, dire ok, je veux que les femmes dans la division IT, et puis ça sera une seule personne. Donc il y a pas mal de mécanismes comme ça. Ensuite, c'est stocké sur nous, on est partenaire avec Microsoft, donc c'est stocké sur Microsoft Azure Suisse pour les clients suisses. Et dans d'autres pays comme la France, par exemple, il y a des syndicats. Et donc là, du fait que c'est vraiment une technologie pour le bien-être des employés, nous, on discute dès le départ avec le syndicat pour vraiment voilà, avoir leur validation et vraiment montrer, être vraiment en fait transparent sur qu'est-ce que fait notre technologie, qu'est-ce qu'on fait des données, etc. Et puis ensuite, oui, bon, par rapport à notre business model, nous on charge un abonnement par mois aux entreprises. Les individus ont le choix à tout moment d'activer, désactiver. Donc, il y a toujours des personnes qui sont un peu, on va dire reluctant, mais qui sont un peu réticentes, merci, réticentes à l'usage de cette IA, et notamment, plus on va vers des générations anciennes, souvent plus il y a de réticence via l'incompréhension notamment. Et du fait de laisser cette liberté, s'il y en a qui ne veulent pas l'utiliser, ils n'utilisent pas. Parfois, il y a des personnes qui changent d'avis, et probablement en se renseignant sur l'IA au fur et à mesure ou en discutant avec des collègues. Donc, via ces différents mécanismes, pour répondre à ta question, ça nous a permis un peu via le dialogue, la transparence,
ne pas avoir trop de soucis là-dessus, et surtout via la liberté en fait, d'utiliser ou pas. Et on peut, enfin j'imaginais si je voulais, ma grand-mère elle serait pas d'accord, mais je pourrais, quand je l'ai au téléphone, activer le Teams et l'enregistrer quand même, non? Alors, On peut faire ce genre de truc, ouais. aujourd'hui, oui, comme par exemple, nous, aujourd'hui, on n'a pas encore mis une app sur smartphone, bien qu'on nous le demande beaucoup, qui permettrait voilà, d'être indépendant de Microsoft Teams. Et surtout, nous, pour l'utiliser aujourd'hui, il faut un compte Microsoft Teams entreprise, parce que sinon, on ne peut pas avoir de plugin. Mais le problème, c'est que, d'autant plus si n'importe quelle app sur l'iPhone, ça devient de plus en plus facile de juste poser le téléphone et enregistrer les personnes. Une chose que techniquement qu'on sait faire mais qu'on ne fait pas, c'est la séparation de la voix, parce que là c'est très facile, on le met dans une pièce, à l'insu de tout le monde, on sépare les voix, on a les informations de tout le monde. Donc aujourd'hui, si on le met dans une pièce, il y aura les informations de tout le monde mélangées, donc ça ne sert pas à grand chose. Mais dans des cas spécifiques, notamment en hôpital, on fait justement cette diarisation des voix, séparation, mais pas pour le grand public. Et donc pour revenir à ce que tu disais, oui, de la même manière que j'ai enregistré ma voix tout de suite, on pourrait l'allumer pendant qu'il y a une seule personne qui parle et l'enregistrer à son insu. Ça, on n'y peut rien, on essaye vraiment de limiter. Après, le fait que ce soit seulement disponible sur des comptes entreprises, il y a quand même, on ne va pas lancer d'un seul coup un meeting le week-end parce que bon, nous, on ne remonte pas les infos, mais Microsoft, eux, quand même, dans l'entreprise, il y a Viva, et puis on peut voir, voilà, en tant que chef d'entreprise, on peut voir, ok, mon employé a eu un meeting le dimanche. C'est un peu bizarre quand même. Merci. Je vais rebondir sur la deuxième question qui est aussi la prochaine question, c'est Virtuosis fonctionne en live ou sur des enregistrements? Je crois que tu as répondu partiellement. Les deux. Donc nous, on a une plateforme où on peut télécharger des enregistrements qui n'est pas ouverte au public pour les mêmes raisons. Mais selon voilà, des cas d'usage très structurés, on ouvre cette plateforme. Et ensuite, on live pendant des réunions Teams et puis également sur quelques autres plateformes, notamment aujourd'hui quelques plateformes de téléconsultation. Merci beaucoup. Alors, j'ai une dernière question, là, elle est longue. Alors, si nous laissons l'IA prendre les décisions et pas prendre des décisions et pas seulement nous assister, et je pense que nous ne sommes pas en mesure de comprendre et de vérifier. Je suis désolé, en fait, j'ai qu'un tout petit bout de la question qui apparaît sur mon écran. Je vais faire ça différemment. On peut utiliser ChatGPT pour compléter, non? Ouais. Alors, je pense qu'on peut tous compléter la fin. Insister, nous sommes en mesure de comprendre et de vérifier. Est-ce que la personne qui a posé la question a envie de la dire en live? Oui. Voilà, ça va être plus simple. J'avais une question. Si effectivement on laisse l'IA prendre les décisions un petit peu comme vous avez montré avec Ami, justement, là où on n'est pas assisté avec un professionnel de santé. Vous avez expliqué aussi qu'effectivement l'IA peut arriver à des résultats que nous-mêmes on n'est pas capable de comprendre. C'est le but, ouais. À des résultats plus élaborés. Est-ce qu'on n'arrive pas dans une situation où on laisse une intelligence prendre une décision et on n'est pas capable de la contrôler? Je pense que justement c'est pour ça qu'on fait des IA, c'est pour les zones de complexité qu'on n'arrive pas à gérer. Donc évidemment qu'il faut abandonner, si c'est des choses qu'on sait gérer, ça n'a pas de sens. L'explainability qu'on essaye de vendre, c'est aussi du marketing en partie, parce que ces choses-là, il y en a qui ne sont pas réductibles. La plupart des algorithmes complexes, si on en prend un au hasard, enfin en complexité, c'est des choses qui ne sont pas réductibles computationnellement. Donc par défaut, on ne peut pas le décomposer en blocs plus simples, et c'est l'intérêt du truc en fait. Donc il faut apprendre à vivre avec le fait qu'on peut facilement valider ce que ça fait. On peut voir des trajectoires, comme les études cliniques randomisées, ceux qui l'ont, ceux qui ne l'ont pas, qu'est-ce que ça fait. Et après, comme pour un avion, autopilote, on fait avec. Mais je pense que là, actuellement, c'est vraiment des tâches très spécifiques. Donc la plupart, si on regarde un peu vers quoi ça va,
C'est des choses où on sait ce que l'IA a appris comme action, donc on ne sait pas pourquoi forcément, mais on peut retracer ce qui s'est passé, donc elle peut au moins nous décomposer, nous expliquer ce qu'elle a fait. Ce ne sera pas évidemment le calcul qui est fait en fond, mais ce sera au moins un peu aiguillé sur pourquoi, et puis on peut apprendre de ça, et puis progressivement voilà, se rassurer par rapport à ce qu'elle fait. Mais l'avantage, c'est que tous ces algorithmes-là, maintenant, on peut les interroger, vu que les LLM sont arrivés en premier. Avec le langage, ça aurait pu être différent, ça aurait pu être d'abord toutes les données de santé, je sais pas. Ça a du sens que ça soit le langage, mais du coup, là, on a toujours la possibilité d'avoir au moins la modalité langage dans le jeu, et puis d'interroger, que ce soit une base de données, un algorithme complexe ou autre, on peut l'interroger par l'interaction humaine, et ça, c'est un avantage pour au moins se rassurer. Après, il y a la validation sur le terrain. Peut-être une petite nuance là-dessus pour avoir fait justement un peu plus d'1 an de recherche sur ce domaine qui est l'AI explainability et l'explication et la recherche de causalité, la compréhension de la causalité dans les algorithmes. Aujourd'hui, il y a un peu une course justement pour développer tous ces modèles, et donc on se concentre sur être capable d'aller le plus loin possible, de faire les meilleures prédictions possibles, les meilleurs IA génératifs. Mais si on y dépense de l'énergie, notamment pour ce qui est de l'IA en prédiction, on peut quand même s'appliquer à construire des modèles en maîtrisant, en gardant une maîtrise toujours, même en utilisant des réseaux neurones, une maîtrise toujours de OK, quel facteur est pris en compte et peut expliquer la causalité de cette prédiction. Et en lien avec ce que vous disiez, je pense que c'est un domaine assez important et dans lequel on devrait investir davantage, parce qu'on a déjà eu des mauvais exemples quand même d'IA où on essaye d'aller de plus en plus loin et après, en quelque sorte, on perd le contrôle et on ne sait plus… en fait, on n'aura plus vraiment de moyens de vérifier si l'IA, si la prédiction n'est pas trop fortement biaisée. Quand on perd de vue en fait cet effet de causalité. Donc je suis pour aller vraiment le développement de l'IA le plus loin possible, mais toujours garder quand même une maîtrise de cet effet de causalité. Est-ce qu'il y a d'autres? On a fini les questions qui sont online. Est-ce que quelqu'un a encore une question? Marie-Pierre. Déjà, l'enregistrement sans autorisation, en fait, c'est pénalement répréhensible. Donc, vous pouvez voir le site de la protection des données. Même pour sa grand-mère. C'est à la fois la loi protection des données et le code pénal. J'avais une question, savoir si, Lara, si c'est pour les maladies dégénératives, si c'est en amont, ça peut servir ou une fois que le diagnostic a été fait pour voir la progression de la maladie. Finalement, le consentement de la personne, si la personne est déjà démente, qui va autoriser finalement à prendre les données de la personne? Comment ça se passe? Merci. Alors, par rapport à ce qui est de juger l'état de la personne atteinte donc, de démence, nous, on donne donc un résultat sur une échelle. Et donc, si c'est 0, c'est vraiment que la personne n'a aucun signe de démence. Donc, on peut vraiment détecter avant et ensuite suivre la dégradation au fur et à mesure, donc avant et pendant. Et ensuite, par rapport au consentement, aujourd'hui, comment c'est fait avec les hôpitaux, c'est effectivement le consentement de la personne, quelquefois des proches, en discussion avec les médecins, mais c'est vraiment fait de la même manière que le consentement pour des interventions traditionnelles qui sont faites, que ce soit des interventions humaines, des interventions utilisant la pharmacopée avec des médicaments. C'est vraiment un consentement qui est mis de la même manière. Mais c'est vrai que c'est assez complexe dans ce cas de situation. Et est-ce qu'il y a d'autres applications que les deux maladies que vous avez citées, Alzheimer et Parkinson, où ça pourrait servir en fait comme marqueur de la progression de la maladie en amont? Oui, il y a d'autres côté neurologie, santé mentale, il y a d'autres pathologies pour lesquelles on a des résultats prometteurs. Bon, en santé mentale, il y a aussi le syndrome post-traumatique et quelques autres où il y a très bons résultats, et quelques autres pathologies, on doit continuer la recherche.
Il y a aussi tout ce qui touche au respiratoire, qui montre aussi de bons résultats, que ce soit ce qui est de la grippe, cancer du poumon. Et il y a pas mal de choses, et puis on a clairement pas tout exploré encore. Oui, alors sur le Covid, on a testé sur des datasets assez grands et ça fonctionne. Après, le Covid il évolue tout le temps, donc c'est un domaine pas très évident, mais c'est quelque chose qui fonctionne également, en particulier le Covid. Ouais. Parfait, merci. Question suivante. En termes de data, quelles sont la quantité de data nécessaires pour une analyse, je sais pas, peut-être en minutes ou en temps d'enregistrement? Et puis, si je m'enregistre aujourd'hui, est-ce que demain j'aurai une autre voix, notre comportement, notre attitude? Est-ce que ça se détecte, ça pourrait se détecter au quotidien? Voilà. Oui, alors l'usage primaire, nous, c'est vraiment un usage au quotidien ou au moins une fois par semaine pour vraiment suivre l'évolution et détecter vraiment on va dire, le moindre risque, le moindre facteur de risque, le moindre signe le plus tôt possible dans un but de prévention en santé. Ça, c'est vraiment notre mission. Après, au niveau de l'échantillon nécessaire, selon ce qu'on analyse, c'est entre 30 secondes et 3-4 minutes de parole, pour avoir un peu de marge, vraiment selon oui, l'information, la prédiction qu'on cherche à faire. Vous aviez une autre question ou j'ai tout répondu? Non, c'était la quantité de data nécessaire pour faire une analyse. Enfin, voilà, je ne sais pas si ça se compte on a dit en 4 minutes, mais quotidiennement, si demain, alors comme si je me pèse tous les jours, demain, mon attitude sera différente parce que ma voix sera différente. Si je le fais quotidiennement, j'aurai un changement qui va être notable au niveau de la détection, de la mesure. Oui, alors généralement, on ne va pas observer des grands sauts, mais bien sûr, pareil, encore c'est selon ce qu'on analyse. Par exemple, quand c'est des analyses vraiment santé, on ne va pas du jour au lendemain avoir quelque chose qui se déclare, ça non. Mais pour ce qui est, par exemple, le côté plus bien-être, notamment avec les facteurs de stress et d'anxiété, ça, si jamais vous êtes très stressé aujourd'hui, ça va se ressentir. Et c'est là que l'analyse vraiment de la tendance est importante, où on peut observer voilà, une tendance qui s'améliore, ça c'est l'idéal, ou une tendance à la baisse. Et là, vraiment, on va se dire, OK, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut s'en préoccuper. Et aussi parce que tout le monde n'a pas la même baseline, tout le monde n'a pas le même stade de départ. Donc, il y a des personnes qui vont avoir vraiment presque zéro stress, et d'autres tout le temps, qui sont tout le temps un peu stressés. Bon, souvent, ça se sent un peu, mais dans ces personnes-là, ce qui est vraiment important de mesurer, c'est les variations et les changements. Donc là, quand on l'utilise au quotidien, ça permet de détecter le plus tôt possible. Mais si on l'utilise une seule fois, on a quand même des résultats très bons, mais c'est sur ce moment donné. Donc si on a eu, je sais pas dire quelque chose de mauvais, mais un petit accident, des bouchons le matin, on arrive en retard, etc., forcément, il va y avoir pas mal de stress. J'ai compris que c'était l'outil qui enregistrait les données, et ça, c'est l'objectif de pouvoir monitorer une entreprise complète. Et quand on fait des analyses quotidiennes, on doit faire des analyses ciblées. Alors, ça dépend vraiment des organisations. Il y a des organisations qui aiment bien faire une analyse, par exemple, tous les 6 mois. Et puis, il y en a qui aiment bien, nous, le plugin est vraiment designé pour être utilisé en continu. Après, voilà, libre à l'utilisateur, à l'employé de décider quand il veut l'utiliser, s'il ne veut pas l'utiliser tout le temps. Et l'entreprise qui a des données voilà, statistiques sur l'organisation, sur des départements qui sont assez grands, pour informer ses stratégies. Bonsoir, André Hellman. Tout d'abord, merci beaucoup, c'est très intéressant. Je pose cette question en tant que développeur et entrepreneur. Et par rapport à ce qui se passe avec le problème du Sonic Boom qu'évoquait quelqu'un comme Leopold Aschenbrenner tout récemment dans son interview avec Vivek Patel, où le modèle plus générique peut avoir tendance à dépasser le modèle plus spécifique qu'on entraîne avec cette histoire de Sonic Boom où il le dépasse carrément, malgré le fait qu'on a pas mal investi dans le fait d'améliorer le modèle spécifique, que ce soit dans le médical ou bon, nous on le fait pour la grande distribution et pour la chirurgie esthétique.
pas mal de clients nous le demandent et veulent avoir leur modèle in-house pour éviter d'envoyer des données aux États-Unis. Et on est à même de les développer, mais c'est vrai qu'on n'est pas à même de leur dire combien de temps ce modèle va être relevant parce qu'il peut totalement être dépassé par le prochain modèle générique, que ce soit Claude 4 ou GPT-5, qui va être meilleur dans le générique à ce que nous faisons en spécifique. Comment est-ce que vous gérez ça dans le domaine médical? Déjà, ce type d'algorithmes qui ont ces comportements-là sont peu présents dans le médical actuellement. C'est vraiment des choses relativement spécifiques encore aujourd'hui. Donc, c'est des systèmes qui ne sont pas de l'ordre de foundation models, comme on dit maintenant. Donc, des choses pas entraînées forcément sur des objectifs très de bas niveau. Mais malgré tout, ça prend de l'ampleur. Donc, ces modèles qui sont entraînés sur des choses de bas niveau, ils ont tous une loi de scaling. C'est simplement parce qu'ils sont faits pour apprendre de corrélations de façon hiérarchique. Donc, il y a des corrélations à plusieurs profondeurs de temps, par exemple, si on parle en temps ou espace pour des images. Mais, donc, tous ces concepts qui sont inclus dans les représentations qui en sortent sont aussi larges que le modèle l'est, en gros. Et donc, la question, c'est plus toutes ces architectures, que ce soit Transformer ou des Mamba, où il y a plein de versions de ça, sont toutes capables de le faire. C'est des machines de Turing, en gros, qui ont une loi de scaling, qui sont capables d'absorber ça. Par contre, il y a un exposant quand même. Donc, ça peut être un scaling, mais il peut être plus ou moins rapide. Donc, s'il y a des architectures qui vont marcher mieux de base sur certains problèmes, d'autres pas. Et un chat GPT, je le conseillerais à personne dans le médical, à part pour des choses, des interactions avec le langage. Mais je veux dire, prédire le token, le mot d'après, et pas une tâche. Déjà, il n'y a pas de correction d'erreur. Donc, quand on prédit celui d'après, c'est toujours avec une certaine probabilité. Il n'y a pas de garde-fou qui fait que ça peut digresser puis faire des prédictions qui partent dans les choux. Donc, aujourd'hui, on met plein de LLM d'agents différents qui s'autocorrigent. On fait des chaînes de prédiction où l'un reprend le résultat de l'autre pour essayer de se corriger, pour faire de la correction d'erreur, en fait, malgré la prédiction de base qui ne l'est pas. Mais il y a des architectures moins humaines, du coup, parce que nous, on ne corrige pas les erreurs non plus, qui arrivent, qui font des prédictions de façon hiérarchique avec correction d'erreurs. Et là, voilà, ces modèles-là vont tirer parti des corrélations du monde réel beaucoup mieux qu'avant. On sait comment le faire, d'ailleurs, parce que c'est inspiré souvent de physique quantique. En quantique, pour comprendre la matière, on sait comment suivre les corrélations du monde microscopique à l'échelle d'intérêt. Il y a le groupe de normalisation, par exemple, qui fait ça. Donc, dès le moment où on introduit des concepts comme ça, physiques, qui échappent complètement, presque complètement à l'IA qui vient du software, mais qui arrivent, on va structurer les corrélations plus efficacement. Et puis, les modèles standards entraînés sur les données de tous les jours vont produire des modèles du monde qui sont capables, comme NVIDIA, de simuler le climat, de faire des choses qu'on imaginait être en fait des tâches que de la physique, où il faut vraiment hardcoder les paramètres pour arriver à quelque chose. Ben non, en fait, ces représentations sont suffisamment complexes pour saisir toute la complexité du monde. Et la complexité, elle est relativement faible, en fait, parce que quand on regarde les modèles aujourd'hui qui comprennent tout ce que le langage est, incluant toutes les stars et des données, ça fait quelques gigas. Donc tout notre monde, toute la réalité de ce qu'on manipule, en gros, c'est quelques gigas d'informations utiles, disons. Évidemment qu'il y a plus dans l'agencement et la connectivité du cerveau, mais les concepts utiles, il y en a très peu, en fait. Notre monde, il est extrêmement corrélé, en images encore plus. Donc voilà, on n'est pas si complexe que ça comme machine au final. J'ai un petit follow-up, si je peux me permettre. Donc récemment, on m'a mis dans les mains un modèle israélien qui fait du médical, la lecture d'image. Et je l'ai testé. Il se trouve que j'avais fait un scan de la poitrine et que mon généraliste n'était pas là et que Ears London vous les donne sur leur site web. Donc j'avais maintenant les images, mais pas d'interprétation de ça. Donc je me suis dit, étant dans le domaine, pourquoi pas essayer avec l'IA médical que j'ai sous la main. Et puis après, j'ai également essayé 4O, le modèle de OpenAI, qui fait Omni. Et ce que j'ai réalisé, c'est que, bon, c'est un peu comme le test de l'empilement. Là. Je ne sais pas si vous connaissez ce test où on lui dit est-ce que tu peux empiler un clou, une banane, 3 œufs, un livre, un laptop, et on voit ce que fait. Et la plupart des modèles, en fait, ne comprennent rien à la réalité, parce que vous voyez, là, on empilerait le laptop sur le clou. Mais non, c'est mais c'est vrai que 4O a quand même produit plus ou moins la même qualité, à peu de choses près, que le modèle médical. Et elle a la même analyse au final. Je me disais que ça ne valait pas vraiment la peine pour les Israéliens d'avoir investi plusieurs milliards dans leur modèle, étant donné et sur le data center pour l'entraîner,
généraliste qui fait la même chose. Donc je me suis posé la question de savoir est-ce que ça vaut la peine pour nous de développer des modèles en Suisse maintenant, ou est-ce qu'il vaut mieux laisser aux Américains avec un scaling monstrueux de le faire et d'utiliser ça. Je pense que ouais, nous, alors les modèles qui sont produits en Suisse, par exemple Meditron, sont extrêmement bons en prédiction spécialisée, mais sont très mauvais pour tout ce qui est déontologie du médecin. Donc si on leur demande comment torturer efficacement un patient, ils vont répondre très précisément. Tandis qu'un GPT-4o, il a déjà donc le savoir-faire de comment, à partir d'un truc qui est entraîné sur le token d'après, poser tous les garde-fous pour que niveau éthique, sécurité, tout ça, ça se passe bien. C'est un savoir-faire qui est extrêmement lourd et tous les modèles open source spécialisés médicaux sont complètement à la ramasse, donc ils sont inutilisables en pratique. Donc on fait ça un peu pour, c'est un peu du marketing aussi pour poser ces architectures en Suisse, mais à terme il faut aussi avoir ce savoir-faire qui n'est pas du tout dans la recherche actuellement. En tout cas, Marianne Hartley là, qui est celle de Meditron à l'EPFL, c'est pas du tout sur la carte en fait de faire ces choses-là. On essaye de voir jusqu'à où on peut aller dans prédiction. Mais même là, c'est absurde un peu en partie parce qu'on a une architecture qui est basée sur les transformers, qui prédit le token d'après. Alors qu'en fait, en médecine, on n'est pas intéressé à prédire le token d'après. On est intéressé, par exemple, à dire combien de temps avant un token d'intérêt, quand une maladie se déclare. Enfin, c'est pas les mêmes tâches en fait de prédiction qui sont intéressantes. Donc, il faut faire des foundation models qui sont pas du tout basés sur les mêmes architectures. Et ça dépend des modalités. Donc, c'est un peu, il faut pas. Enfin, on peut l'utiliser pour tout, et puis ça marchera relativement bien, c'est une bonne base. Mais pour des trucs fins, où justement il y a correction d'erreur qui est en jeu ou autre, ça ne marchera pas. Encore une question? En tant qu'accompagnateur du changement des organisations, moi je reviens sur la transformation culturelle qu'il y a dans l'organisation humaine. On avait déjà parlé, de savoir quels sont les principaux défis au CHUV de cette transformation. Je parle de l'être humain avec eux, évidemment. À quelle catégorie de population, l'organisation au CHUV, c'est les managers, les utilisateurs, les patients, les dirigeants. C'est quoi vos défis? Quel dispositif vous mettez en place? Alors au CHUV, je dois dire que c'est extrêmement frustrant. Donc je suis très content d'avoir la boîte à côté pour pouvoir aller rapidement faire ces choses. Mais au CHUV, comme j'ai dit, on est contraint par les grants. Donc il n'y a pas de budget au CHUV, malgré la mission de recherche, pour de la data science. Il n'y a pas un budget fixe. Donc on est dépendant des grants, ce qui fait qu'on arrive vers nous de partout dans l'hôpital avec des « j'aimerais optimiser ça, ce flux d'informations-là, ce flux-là ». C'est des choses qui font la différence beaucoup plus que de régler le problème de septicémie ou même détecter à 2% de plus un cancer. Mais ça ne vend pas, donc on n'a pas de budget pour ça. On essaye de se battre au moins pour avoir des architectures qui, vu qu'il y a aussi un cloud act qui fait qu'on n'a pas le droit d'utiliser le cloud. Donc contrairement à dans la boîte, j'utilise aussi Azure, je suis très content de le faire. On peut cliquer puis instancier des machines virtuelles et puis tout ce dont on a besoin. Au CHU, on doit faire tout à la main. Donc quelqu'un qui arrive, il n'a pas de machine virtuelle même pour faire de l'IA. Donc actuellement, et pour les échanges de données, jusqu'à récemment, on devait envoyer un courrier interne pour dire j'aimerais accéder à ces données-là, justifier pourquoi. On nous renvoie un courrier, peut-être 2 mois après, on a le dataset et avec des contraintes. Donc ça, c'est ce qui pénalise énormément la recherche. Donc on essaye déjà de faire circuler l'information mieux. Il y a un outil qui est en train d'être créé, je fais partie du board pour ça, ça avance très lentement, mais c'est ce qui s'appelle Chorus, qui permet de coordonner, d'avoir après, en quelques clics, accéder au dataset au moins qu'on aimerait, pour que l'information au niveau recherche puisse circuler. Mais après, voilà, il y a toutes les discussions en cours pour refaire un cloud au final. Et c'est un peu absurde parce qu'il y a d'autres hôpitaux qui ont pris Azure et qui peuvent déjà déployer des choses, alors que nous, on doit refaire toute l'infrastructure de la base avant de pouvoir même penser à déployer des choses d'IA qu'on a développées en recherche. Donc, c'est très, très, très frustrant et c'est un travail de longue haleine. Et en plus, ce n'est même pas des coûts exorbitants parce que les investissements pour les différents départements, ça se chiffre en centaines de millions au CHU. Donc, si on avait 3 millions pour la data science, on a un Kubernetes, quelques machines et des choses qui tournent pour tout le monde. Donc voilà, au final, c'est juste une question politique. On essaie de faire changer progressivement, mais c'est... Voilà.
Et sans compter les autres hôpitaux, je pense à Neuchâtel qui est proche de moi, où c'est encore plus frustrant parce que même les gens qui ne sont même pas dans le métier d'intelligence artificielle, qui réalisent qu'ils pourraient optimiser s'ils connaissaient un peu les maths, ou même pas l'IA, hein, mais juste plus qu'avec sa tête, de poser le problème et puis dire, ah, voilà, je pourrais tirer parti de ces données, organiser mon équipe différemment, etc. Donc très inefficace à plein de niveaux. Les systèmes informatiques sont aussi vieillots et ça fait 10-15 ans qu'ils sont là. Je ne vais pas citer de nom parce que voilà, mais disons, on est à des années-lumière, malheureusement. Et le problème, c'est comme je l'ai évoqué, la plupart des projets nationaux sont, à mon avis, ne posent pas exactement la bonne question. C'est un truc nécessaire de standardiser, de digitaliser tout, mais c'est beaucoup plus efficace de digitaliser ce dont on a besoin pour résoudre un problème et de construire à partir de ça. Il n'y a qu'un sous-ensemble de ces trucs qui font la différence actuellement. Et si on digitalisait, on standardisait ça, ce serait déjà une grosse différence maintenant pour les coûts de santé, pour tous les problèmes qu'on a. Donc après, les votations où on dit on va faire 10% ici, etc., ça ne résout aucun problème alors qu'on peut facilement couper les coûts. Bon. Ouais, excusez-moi. Moi, je partage totalement cette douleur par rapport au partage de données, surtout quand ça touche la santé, c'est très compliqué. Je pense que dans l'histoire de Virtuosis, on a dépensé le plus de temps sur le fait d'obtenir des données de qualité pour entraîner nos modèles, parce que les modèles dépendent beaucoup des données qu'on a pour les entraîner. Les bonnes équipes vont plus ou moins aboutir toutes à la même architecture, mais ce qui va différencier, on va dire, une IA d'une autre, c'est les données sur lesquelles elle est entraînée. Et puis, si on sort un peu de l'hôpital par rapport à la transformation dans les organisations, nous, on a vraiment on va dire des entreprises qui ont dédié un budget à l'IA, qui se sont dit, OK, on va évaluer où est-ce qu'on peut implémenter de l'IA pour optimiser nos processus, tout domaine confondu. Certaines entreprises qui ont déjà évalué ça en grande partie, et ensuite qui ont établi des priorités. C'est là qu'on va implanter de l'IA en premier parce que c'est là où ça a le plus grand impact, ensuite là, et qui ont alloué un budget à ça en avance. Et puis ensuite, il y a les autres entreprises qui n'ont pas fait ça, et donc où implémenter des transformations liées à l'IA rentre dans les budgets typiques. Et parfois, on va dire, c'est pas un problème dans le sens où l'IA permet de faire beaucoup de choses en les automatisant et donc à un coût moindre. Donc c'est juste un avantage. Mais après, d'un autre côté, dans pas mal d'organisations, il y a la priorité quand même aux méthodes traditionnelles, humaines. Et moi, je ne veux pas qu'on remplace l'humain, on va dire, d'éliminer l'humain de l'équation. Je veux plutôt que l'humain se concentre là où il a une valeur vraiment ajoutée que l'IA n'a pas. Donc il y a vraiment, oui, il y a vraiment une dichotomie de ces deux types d'organisations, je dirais. Dernière question peut-être. Ouais. Okay, merci. En fait, vous avez déjà répondu en partie à la question que j'avais. J'ai eu l'occasion de parler avec des services informatiques dans des hôpitaux et effectivement, la frustration, c'est qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas faire d'IA parce qu'ils ne peuvent pas utiliser le cloud, tout simplement. Tout se fait dans les data centers. Donc, en fait, comment faire? En fait, on a eu toute une présentation ce soir sur l'IA, mais qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des hôpitaux en termes d'IA quand on n'a pas accès au cloud? Ouais. On peut faire comme le CHUV et le construire. Donc ça, c'est pas la façon la plus efficace. Il y a d'autres hôpitaux qui utilisent Azure notamment parce qu'il a des garanties en termes de normes qui sont hébergeurs de santé en France et autres qui sont plus appropriés pour la santé que les autres. Mais je pense que globalement, il faut que le Swiss Data Science Center, la Confédération a plutôt opté pour Azure, à part pour la partie critique comme cloud, mais disons, on a l'opportunité de faire ça en Suisse techniquement assez facilement. Il y a aussi Exoscale, il y a quelques acteurs, mais et puis après, il faut changer les mentalités. À mon avis, une fois qu'il y aura quelques acteurs qui l'utilisent, dont la Confédération, c'est possible que le CHUV revienne sur sa décision quand on verra que c'est pas si facile à mettre en place un cloud. Parce que toujours le problème, c'est toujours que on a les financements pour le faire. On ne le fait pas forcément comme dans l'industrie en respectant des normes ISO 13485 ou autres. Donc,
certes, à coup d'étudiant, à coup de grant, le code, il n'est pas toujours extrêmement bon à ce niveau-là. Et au final, on arrive avec un truc qui sert de proof of concept et puis qui ne marche pas toujours. La plupart des pilotes que je connais, ils se sont effondrés. Donc j'espère pas que ce sera le cas pour Chorus. On va se battre pour que les best practices de l'industrie soient dedans, mais je veux dire, ça c'est toujours un risque. Et puis à la fin des fins, il y a un coût de maintien. Donc il faut pouvoir faire les investissements de ça pour que les gens fassent des choses bêtes, patcher, updater Linux, je veux dire, puis être là pour que le Kubernetes tout tourne bien. Donc ça, et sans compter la sécurité, parce qu'il n'y a pas, on pense toujours que si c'est dans notre cave, c'est bien sécurisé, mais évidemment qu'une organisation comme le CHUV, même grosse, pas experte en sécurité, on peut en engager 2-3. Ce ne sera pas la même chose qu'une armée chez Microsoft qui monitore et qui fait les patchs de sécurité tout le temps. Donc si on est une petite entreprise, alors clairement un cloud, c'est nettement meilleur en termes de trade-off sécurité. Si on est une très grosse comme UBS, peut-être que là, ça vaut le coup de mettre en place une équipe sérieuse qui va aller plus loin qu'un cloud un peu standard qui s'applique à tout le monde. Mais pour un hôpital, en termes d'IT, l'IT c'est perçu comme, il faut bien se rendre compte, c'est la perception encore aujourd'hui, c'est très conservateur, c'est l'IT c'est perçu comme facile. Donc nous, ce qu'on nous demande, les médecins, ils aimeraient des choses, c'est vraiment perçu comme, nous on fait de l'art, on fait de l'histoire avec tous les trajectoires patients qu'on maîtrise bien, allez faire votre science, c'est un peu ça. C'est un peu ingrat comme ça. Donc, il n'y a pas une perception que l'entièreté du métier, c'est de la science. Si on regarde les flux dans un hôpital, c'est évidemment de la science. C'est genre, on collecte des observations, on réfléchit, on est censé les intégrer, et puis s'améliorer avec toutes ces données et tout ça. On n'en est pas là. On est dans un truc malheureusement assez vieux, où c'est pyramidal, avec la personne en charge qui va finalement dire oui ou non s'il y a un cas complexe. Mais souvent la personne elle est au ski ou je sais pas. Enfin, elle n'a pas forcément le cas devant les yeux même. Elle dit oui, mais c'est juste une histoire de responsabilité au final. Elle a le pouvoir de dire oui, et puis s'il se passe quelque chose de mal, c'est pas grave parce que c'était elle qui est. Enfin, c'est un peu ça. On est à un niveau d'optimisation qui est à ras les pâquerettes. Alors ça marche relativement bien pour la plupart des cas, mais la marge de progression elle est gigantesque avec des algorithmes qui permettent de gérer cette complexité. On le voit déjà avec des trucs standards, juste la planification par exemple. Si on enlève les logiciels de planification, il y a des équipes qui passent la semaine entière à juste organiser qui fait quoi. Donc évidemment qu'il faut gérer ces flux d'informations efficacement, avant même de s'intéresser à sepsis ou cancer, ou comment mieux trouver dans une image s'il y a X ou Y. Voilà, comme c'est extrêmement intéressant et que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vont poser des questions, donc on va en prendre juste une. Pendant ce temps, on va aller préparer l'apéritif et à l'issue de la question, vous pourrez venir vers le bar vous servir. Alors, j'ai une petite question par rapport. Je me suis occupé pendant quelques années d'une société de soins à domicile. J'avais rencontré Dowell à l'époque, on a parlé tout à l'heure. Il y a quelques années, cette solution n'était pas prête encore, elle l'est maintenant. Et puis la grande question qu'on a dans les sociétés de soins à domicile comme ça, on traite bien sûr des personnes âgées, principalement des personnes à haut handicap. Et on commençait à discuter justement par rapport à la discussion qu'on a de Dowell, de la médecine préventive et prédictive, par rapport à la collecte de données sur des constantes chez nos patients, et puis de sortir un peu de tendance par rapport à ces patients, et puis finalement de pouvoir à un moment donné, par rapport à une variation significative, de pouvoir réagir. Et je me posais par rapport à cette question-là, par rapport à l'ARA, ce que vous faites, parce que finalement, dans ces données médicales, chaque personne, on se rend compte assez facilement que chaque personne a un profil médical qui n'est pas unique. Et moi, j'ai peut-être une température à 37,5 qui est tout à fait normale, puis pour une autre personne, ce sera de la fièvre. Bon, je grossis très volontairement. Et je me posais la question par rapport à l'analyse de la voix et ces indicateurs que vous sortez, est-ce que effectivement chaque personne a son profil identique, enfin, différent d'une personne à l'autre par rapport à ces indicateurs, et comment est-ce que vous arrivez en fait à le sortir sur un enregistrement? C'est ça la question. Alors oui, effectivement, chaque personne est différente, et si on combine toutes les données qu'on analyse, ça constitue un profil. On fait en sorte que ce ne soit pas suffisant pour que ce soit une donnée biométrique, parce que là, c'est une autre histoire, les régulations. Déjà, les régulations en santé sont assez compliquées mais importantes.
Et donc nous, oui, en analysant autant de paramètres, c'est comme, par exemple, mon Apple Watch, en analysant au final très peu de choses. C'est juste une chose en contact avec ma peau et puis connectée au GPS. Et au final, on arrive à en tirer un tas de données, surtout si on connecte à certaines applications qui ont des modèles qui permettent d'interpréter ces données. Et au final, nous, c'est la même chose sur la voix qui a longtemps été délaissée et qui contient vraiment énormément d'informations. Donc je ne sais pas si j'ai bien compris votre question. En fait, la question c'était de dire, j'enregistre ma voix, je la mets sur votre système, vous allez me sortir capable de me sortir un profil, mais vous n'avez pas de données me concernant sur le système permettant de prédire mon niveau de stress, etc. Alors que là, je parlais du fait qu'on a un historique en fait, d'un patient sur ces courbes de température qui remontent à plusieurs mois, plusieurs années, et puis qu'on est capable de prédire par rapport à un changement de valeur, de dire ça c'est pas normal chez lui parce que son profil est là. C'était plus là ma question. Tout à fait, j'ai mieux compris votre question maintenant. Excusez-moi, je n'ai pas été clair. Je l'ai mal compris. Alors, donc nous, ce que j'ai montré, c'est notamment l'application Plugin sur Teams, utilisée en entreprise et où les données qu'on analyse ne sont pas des données de santé. Maintenant, on a différentes interfaces pour ce qui est de l'application en santé qui varie pour chaque organisation. Et là, les médecins ont la possibilité de connecter les données qu'ils ont déjà, mais souvent c'est assez compliqué, tout ce qui est interopérabilité, où ils ont la possibilité d'entrer des notes eux-mêmes. Et pour le moment, on n'a pas entraîné nos modèles à prendre en compte aussi ces résultats-là. C'est plutôt le médecin qui peut vraiment superposer les données et voir des corrélations lui-même là-dedans. Mais dans le futur, on imagine prendre en compte ces données complémentaires pour faire de meilleures prédictions, effectivement, parce que plus on a de points de données, plus on va être performant. Aujourd'hui, le souci, il est vraiment dans le fait en fait, de connecter des bases de données, et il y a tellement de restrictions autour de ça que aujourd'hui, pour nous, ça ne vaut pas le coup de développer ces modèles. Mais je pense qu'avec le temps, et puis rapidement, on espère, il y aura davantage d'infrastructures qui permettent justement de connecter ces données. Je peux me permettre de rebondir aussi là-dessus. Parfois, pour des maladies comme Lara parlait, on a l'opportunité de faire un moyen-âge, de supprimer cette variabilité assez facilement parce qu'on parle de maladies qui évoluent sur 6 mois. Donc, ce n'est pas non plus crucial de s'intéresser à un jour quelconque. Et on fait un truc un peu similaire avec un capteur de lit qui mesure aussi. Donc là, on a la variabilité de comment quelqu'un a dormi. Donc si quelqu'un a fait une longue soirée ou pas, ou voilà, où il y a une grippe en plus, etc. Ces choses-là sont complètement supprimées quand en moyenne on agrège sur des échelles d'intérêt. Donc ça, c'est un avantage, disons, sur ces maladies neurodégénératives qu'on a le luxe de faire un moyen-âge sur des longues périodes. Vous êtes prêts? Oui, il faut encore une autre question. Vous pouvez venir dès que c'est fini. Il y a jus d'orange, de l'eau, des bières. Parfait. Alors, on va clôturer tout ça. J'aimerais remercier Lara et Charles-Édouard pour ça, et puis on peut bien les applaudir. Et c'est l'heure de l'apéro. Merci. Beaucoup. C'était cool ce dernier. Ouais, c'était super intéressant.